Bonjour, c'est le mois de janvier, l'heure est aux vœux de santé, de prospérité et surtout de bonheur. Depuis une dizaine d'années, le bonheur fait recette dans les librairies et les cabinets de coaching. Il s'apprend plus qu'il ne se mérite et surtout, il n'est plus laissé au hasard. Le bonheur est-il le nouveau Graal de notre société? A-t-on le droit de ne pas être heureux? Et au fond, c'est quoi le bonheur? On empoigne les grandes questions aujourd'hui dans Faut pas croire. Le lecteur en quête d'épanouissement personnel a largement de quoi chercher. Se calmer, se transformer, se recentrer, méditer, se simplifier la vie. Tous les mois, il sort en moyenne une cinquantaine d'ouvrages différents autour du thème du développement personnel et de la psychologie pratique. Là, je vous ai pris quelques livres qui cartonnent en ce moment. C'est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Il a été publié dans 33 langues et il en a vendu des millions d'exemplaires, en fait. C'est vraiment un succès. Dominique Leroux, aussi, L'art de la simplicité, aller à l'essentiel, se dépouiller des choses inutiles. Et puis Christophe André, qui est un psychiatre, en fait. Et justement, là, ce titre est assez beau. Je résiste aux personnalités toxiques et autres casse-pieds. En ce moment, il a beaucoup de succès. C'est incroyable comme tout revient tout le temps. Apprendre à être heureux, le bonheur qui est au centre, qui semble être au centre des préoccupations des gens. Le bonheur, toujours le bonheur. Les modes d'emploi, les guides, les formules changent, mais la quête reste toujours la même. De tout le temps, de toutes les périodes, on recherche toujours un sens à sa vie, on cherche tout le temps des choses spirituelles, vraiment. Donc souvent, on voit qu'on supprime une croyance pour la remplacer par une autre. On ne publie pas les mêmes livres aujourd'hui que les livres qui sortaient dans les années 90. À l'époque, c'était la mode plutôt de l'astrologie, de la numérologie, de l'énéagramme, des lignes de la main. Il y avait les anges aussi. Les anges, on les a toujours actuellement, mais enfin, c'était assez ésotérique. Et puis après, le monde a changé tellement vite. On vit dans le monde de la vitesse, en fait. Donc la première préoccupation est de se dire comment puis-je faire pour retrouver un peu de calme? Et vous, quand vous vous posez ces questions, vous allez vers quel livre? Moi, je lis des romans. Roman ou mode d'emploi pour trouver le bonheur, à chacun sa recette. François Crespo, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, fondateur du Centre de psychologie positive appliquée à Genève. Vous, votre métier, c'est un petit peu d'aider les gens à être heureux. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une recette au bonheur? Oui, effectivement, la psychologie positive a pour objectif d'améliorer, on va dire, la qualité de vie des gens. Y a-t-il une recette pour le bonheur? Je pense que le terme bonheur est peut-être un petit peu un terme haut de gamme, on va dire, qui est plus, je dirais, un vœu, vous l'avez dit tout à l'heure, on va se souhaiter des vœux de bonheur, donc c'est un peu un idéal. La psychologie positive va plutôt tendance à améliorer la qualité de vie des gens, à leur donner des outils pour se sentir mieux dans leur vie au quotidien. Des outils quand même pour essayer d'atteindre cet état ou ce bonheur. Absolument. Yvette Terola, bonjour. Vous êtes comédienne, chanteuse. Vous m'avez dit que le bonheur, c'est pas tellement votre tasse de thé. Hein. Est-ce que la recette de François Crespo, ça vous tente quand même? Quand vous m'avez téléphoné, effectivement, je ne m'étais jamais posé vraiment la question du bonheur. Je dirais, pour moi, le bonheur, ça a à voir avec la réussite. Et la réussite, disons que ce n'est pas tellement quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, on veut réussir tout. Hein. Réussir sa vie, réussir son cancer, réussir ses échecs, réussir. Il faut tout réussir. Si on ne réussit pas, on est moins que rien. Moi, si vous voulez, moi, c'est plutôt la joie. Je dirais que la joie, ça me parle et ça me touche profondément. Mais le bonheur, pas trop, non. C'est un peu trop haut de gamme, justement, peut-être. Mais je ne sais pas, c'est peut-être parce que moi j'ai une définition, voilà, dans ma tête du bonheur, j'entends c'est que du bonheur, ou les années bonheur, ou le bonheur suisse, ou il y a quelque chose un peu de, voilà, un peu, les recettes, je ne sais pas, j'y crois pas du tout, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une recherche fondamentale qui est la recherche de la joie, plutôt, mais peut-être qu'on peut dire le bonheur aussi, c'est pas un vilain mot, disons. Alors j'accueille aussi Michel Faucheux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des idées, maître de conférences à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. Et vous avez sorti en 2002 cette Histoire du bonheur, c'est paru aux éditions Philippe Lebeau. Alors j'ai envie de vous demander, puisqu'on parle de recettes, est-ce que les ingrédients du bonheur ont changé au fil des siècles?
Disons que le bonheur, on peut appréhender cette idée de deux façons. Soit on peut dire, il y a des représentations sociales historiques du bonheur qui changent selon les sociétés et donc selon les moments, qui se chevauchent aussi. Puis le deuxième moyen d'appréhender cette idée, c'est de dire, il y a peut-être une constante. C'est-à-dire que le bonheur, alors je tenterai une définition, c'est une expérience intérieure qui, comme l'indique l'étymologie, dans bonheur, il y a bon et heure qui vient de augurium latin, c'est-à-dire le bon présage. Eh bien, cette expérience intérieure nous entraîne au-delà de nous-mêmes, vers une possibilité de communion avec les êtres, avec les choses, vers une possibilité du partage. Bref, le bonheur, en cela, est fondamentalement une recherche qui nous motive, qui nous exalte, avec évidemment comme contrepoint le fait que le bonheur demeurera toujours en deçà de nous-mêmes. Par contre, il sera pavé de joie, de moments de plénitude. Donc, il ne faut pas renoncer à aller, en tout cas c'est ma vision des choses, au-delà de nous-mêmes, lorsque le bonheur nous appelle. Oui, mais non seulement le bonheur, peut-être existe, sans doute. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le bonheur, mais est-ce que écrire sur le bonheur, on peut écrire des milliers de livres, oui. Il y a des gens qui écrivent, c'est leur job, mais est-ce que ça a une conséquence sur ce qu'ils vivent? Parce qu'on peut dire des tas de choses, mais est-ce qu'on peut les vivre? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité à un moment donné dans sa vie où on se dit, il faut que j'aille au-delà de ce que je suis. Au-delà de la théorie. Au-delà de la théorie, parce qu'il y a une nécessité, il y a soit un malheur, soit une maladie, soit quelque chose qui fait que vous dites, mais non, je ne peux plus continuer comme ça, c'est pas possible, ma vie ne peut pas être que ça, il faut que j'aille au-delà. Tant qu'on en a la possibilité, parce que je me dis, il ne faut pas non plus se mettre, comment dire, il ne faut pas s'obliger non plus. Une pression, parce que ça veut dire après que ça ne va pas. Oui, ça ne serait pas authentique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que ces auteurs sont authentiques ou pas? J'en ai croisé beaucoup, surtout aux États-Unis. C'est vrai qu'il faut dire les choses, ce n'est pas toujours le cas. Mais je pense que le problème n'est pas tellement là. Je pense qu'on peut effectivement être un auteur brillant et décrire des choses intéressantes sur le bonheur, puis pas forcément se les appliquer. Parce que ce n'est pas une religion, on n'est pas dans un mouvement de ce type-là. En revanche, il faut reconnaître qu'il y a des ouvrages, certains qui ont été cités, par exemple le Vivre, qui a été présenté en premier dans le reportage tout à l'heure, c'est un ouvrage fondateur de la psychologie positive, où on va apprendre justement aux gens à se focaliser sur le temps présent et à faire des activités qui vont permettre à la personne de vivre des instants de plénitude. Oui, mais je peux juste dire quelque chose par rapport à ça. L'instant présent, lâcher prise, tous ces termes, moi, si j'arrive pas à vivre l'instant présent, tant pis. Que si tu peux pas aimer, on est dans une religieuse, une émission religieuse, si tu peux pas aimer ton prochain, tu aimes le suivant. Voilà. Pourquoi on veut vivre l'instant présent à tout prix? On peut pas, souvent, c'est pas possible. Donc faut pas se faire du mal avec ça, non? Nous parlons de deux choses positives. Moi, dans le livre, je vais parler d'écrivains ou de philosophes, et non pas de psychologues ou de psychologues du bonheur. Je veux dire, donc, il y a deux types de livres. Moi, il y a des livres qui parlent du bonheur. De fait, il y a aussi un bonheur de l'écriture, un bonheur de toute création. Bien sûr. Et en tant qu'actrice, vous êtes bien placée pour savoir qu'il y a ce bonheur-là. Michel Faucheux, vous avez dit juste tout à l'heure que étymologiquement, le bonheur, c'est effectivement la bonne fortune, le bon présage. Est-ce que vous laissez le bonheur au hasard? Ou est-ce que finalement vous conditionnez les gens pour qu'ils soient heureux? Alors, on n'est pas du tout là. L'approche est beaucoup plus simple et beaucoup plus modeste. En fait, je rejoins un petit peu les réserves que vous évoquiez sur l'instant présent. En fait, dans la psychologie positive, on n'est pas dans une théorie qui porte des réponses à tout. On n'est pas solutionniste, comme on dit en termes de philosophie. On apporte quelques apports modestes et humbles, mais qui sont validés scientifiquement, qui marchent. Et c'est ça qui est intéressant. Mais après, il n'est pas question de modeler les gens sur un modèle unique. Moi, je serais le premier très gêné avec ça. Je pense qu'en revanche, dire, voilà, où en est la science, voilà ce qu'on peut faire de mieux par rapport à, par exemple, l'optimisme, qui sont des grands thèmes de psychologie positive, ça marche. Moi, je le vois au quotidien, ça marche bien, mais ça serait une erreur de dire il faut que tout le monde soit optimiste. Mais essayez de voir de temps en temps vos dites de façon optimiste. Yvette Terola, dans un de vos spectacles, une de vos tournées, Se faire horizon, je vous cite, vous dites que le bonheur, c'est une catastrophe qui a bien tourné. C'est une chose qui fait peur parce qu'elle est rare. En fait, c'est un intrus qui, lorsqu'il s'installe, fait qu'on ne se sent plus chez soi. Ça veut dire que pour vous, le bonheur, c'est forcément un accident.
Ça arrive forcément par hasard. Non, mais ça c'est bon, c'est un sketch rigolo. Comme j'avais fait aussi Comment faire son malheur soi-même, et aussi beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus de prendre la chose à l'envers. Quand je me dis comment je peux faire mon malheur moi-même, ça me fait tellement rire. Parce que souvent, ces trucs très positifs, ça fait pas tellement rigoler. Enfin, si, il y a des trucs du rire, hein, maintenant où on rit. Ça va mieux après parce que ça masse le diaphragme, enfin, voilà. Il faut que je m'exprime. Attendez, je vais m'exprimer mieux. Mais faire son malheur soi-même, c'est intéressant parce que quand on fait son malheur et qu'on regarde comment on le fait, on se dit mais voilà, c'est pas comme ça que je devrais faire autrement. Par la négative, moi je trouve que ça me fait plus rire. C'est par le malheur qu'on apprend le bonheur, ou aller mieux. Comment faire son on apprend malheur. de ses erreurs. Oui. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonheur sans une aventure. On parlait de recherche du bonheur. Et l'aventure, c'est la possibilité de se perdre et de faire l'expérience du malheur, de la douleur, etc. Il n'y a pas de bonheur sans justement cette pointe de douleur, même de malheur, qui donne... De grande mélancolie, des fois. De mélancolie, qui rosse le bonheur. Oui. Mais dans la mélancolie, nous, on s'y retrouve, parce que la psychologie positive, les deux grands maîtres qui ont créé la psychologie positive et toutes les théories sur le bonheur qui sont Seligman et Peterson, étaient ceux qui avaient le mieux décrit la dépression. Et en fait, ils avaient tellement bien décrit la dépression qu'ils s'étaient dit, au fond, comment on peut aider quelqu'un à s'en sortir ? Et pour les avoir rencontrés et connus, ce sont des gens ce sont pas des joyeux de riz, ce ne sont pas des humoristes, ce sont des gens qui sont teintés de gravité dans leur approche et qui se disent, au fond, on va essayer de donner des outils aux gens pour qu'ils se sentent mieux. On a l'optimisme, on a la créativité, on a l'instant présent. On a aussi quelque chose qui vous parle, c'est savourer la vie. Mais comment on fait Allez-y, Yvette comment Torla. on fait pour aller toucher cette part en nous, la part, je dirais, la plus limpide de nous-mêmes. Comment on fait pour aller découvrir ça et la garder ? Il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre du goût, du moelleux, mais ça, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Une fois qu'on a pressenti ça, on peut le garder comme une chose précieuse, comme un trésor, mais on le développe. Et puis, je dirais, plus en plus je vieillis, parce que je commence à être assez âgée maintenant, je me dis, je me rétrécis dans tout ce que j'aime, mais si je pouvais élargir un peu l'intérieur. Je vais vous faire une réponse qui n'est pas la mienne, en citant un philosophe, Robert Misrahi, qui a beaucoup écrit sur le bonheur. Il dit que pour faire l'expérience du bonheur, il faut de la conversion, se convertir à la possibilité, au fond, que le monde soit généreux avec soi, à la possibilité que le monde nous apporte des bienfaits. Il faut donc la liberté d'un regard nouveau sur le monde. Et moi, je traduirais, plutôt que d'utiliser le mot convertir, j'utiliserais le mot regard poétique. Il faut, au fond, nous donner cette possibilité de poser un regard poétique. Un regard du cœur. Au-delà de la conversion, je dirais qu'aussi, pour comprendre la psychologie positive, il faut se dire aussi qu'on est face comme à un système un balancier. C'est-à-dire que, par exemple, on parle beaucoup de bienveillance. Il se trouve que c'est un thème qu'on utilise beaucoup dans le monde du travail. Mais il est évident que si on est par exemple un leader, un manager qui n'est que dans la bienveillance, il ne fait pas son travail. De temps en temps, il faut savoir sanctionner, il faut savoir rappeler à l'ordre les gens. Et en fait, je dirais que la psychologie positive, c'est un balancier entre... Il y a des choses qui ne marchent pas bien dans le monde, on les regarde, on ose essayer de les corriger. Puis de temps en temps, on peut aller sur des éléments plus positifs, comme la bienveillance, la résolution de problèmes. Si on revient au bonheur, François Crespo, parce que Yvette Torla disait, moi je fais quelque chose à partir du malheur, on a quand même un peu l'impression, avec tous ces livres qui sortent et puis toutes ces injonctions autour de nous, qu'on est un peu condamné à être heureux aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore le droit d'être malheureux ? Est-ce qu'on a le droit d'être malheureux ? Je dirais que oui, et que malheureusement la vie fait qu'on a mille et une raisons d'être malheureux. Que dans nos pays, ça va pas trop mal encore. Excusez-moi, on est d'accord. On est privilégiés. Mais d'autant plus qu'une étude américaine a démontré que quand on est heureux, on perd vite la capacité de l'analyser et de le savourer, et qu'on a vite tendance à oublier qu'on est heureux. J'ai entendu récemment une patiente qui me disait « quand je pense qu'on était heureux ». Et ça m'a fait un petit peu... ça m'a embêté pour elle. Je me disais, oui, c'est vrai que de temps en temps, il faut savoir savourer les choses. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai que la dictature du bonheur, il faut dire les choses, c'est ridicule. Il y a un moment où il faut regarder la vie de façon réaliste. Donc, les méthodes, les recettes, les outils, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Alors, ça peut fonctionner à certains endroits. Il y a quand même des outils qui sont assez prodigieux, comme la résolution de problèmes, la créativité, la capacité de savourer, je rejoins ce que vous dites sur le fait de goûter la vie, savoir goûter la vie simplement, apprécier un partage entre amis, un bon repas. Bon, je veux dire que ce n'était pas la peine de faire des études psychologiques sur le sujet. Elles ont été faites, elles démontrent que ça marche bien.
Yvette Terola, est-ce que vous revendiquez quand même le droit à être malheureuse quand ça vous chante? Si Je suis malheureuse, de toute façon, malheureuse et heureuse, c'est la vie, je ne sais pas comment dire. C'est comme un costume d'arlequin, on a un peu tout en nous. Il faut juste savoir effectivement cette part de nous qui aspire à la joie pour la partager avec les autres. Si on n'est pas joyeux, comment on veut être joyeux avec les autres? Comment on veut dégager quelque chose qui rayonne? C'est impossible. Donc déjà, à cause de ça, pour être poli, plus que poli, pour être bienveillant vis-à-vis de l'autre, il ne faut pas tout le temps tirer la gueule et puis se plaindre sans arrêt. Et puis, même si ça ne va pas, il y a un minimum qui fait qu'on vit en société. À part ça, est-ce qu'on a le droit d'être heureux tout seul? Je ne sais pas. Je sais pas, c'est compliqué ça. Quand on regarde le téléjournal, on dit on ne peut rien faire, c'est vrai. Mais il n'empêche que ça pose quand même question. On ne peut pas dire je suis bien tout seul, toute seule. Qu'est-ce qu'il y a après la Shoah, par exemple, disaient les poètes? Qu'est-ce qu'on peut encore écrire? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Est-ce qu'on peut être encore heureux? Est-ce qu'il y a encore des poètes? Est-ce qu'il y a encore des... Michel Faucheux. Sans doute. On Mais... peut écrire de la poésie après la Shoah. Mais justement, alors, Michel Faucheux, est-ce que justement ce bonheur, vous disiez, Yvette Terola, on ne peut pas être heureux tout seul. Pourtant, aujourd'hui, le bonheur, il commence par soi-même, et puis on essaie d'être heureux pour soi, avec soi. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'assez récent? Oui, disons que, d'abord, le bonheur imposé, pour rebondir juste sur ce que je disais, peut devenir une hébétude. Je vois un peu sur les mots. Voilà. Alors, il y a, je le disais tout à l'heure, outre l'expérience intérieure du bonheur, des représentations sociales du bonheur. Alors, pour aller vite, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je crois qu'il y a une représentation d'un bonheur métaphysique qui se situe dans le salut, dans un an de ça. Et puis, à partir de ce grand moment qu'est la Renaissance, ce décentrement initié par Copernic, où l'homme se trouve dans un univers infini et où Dieu s'éloigne, et où l'homme prend le relais de Dieu, eh bien, l'homme, justement, va devenir le chercheur de lui-même et, par là même, le chercheur du bonheur. Voilà. Dans En se centrant sur lui-même. En se centrant sur lui-même. Et nous sommes héritiers de cet individualisme-là. Même si un développement parallèle du bonheur va être au XVIIIe siècle, dans ce sillage, de revendiquer un bonheur collectif, un bonheur politique, que prend en charge la politique, ce qui illustre à merveille la phrase de Saint-Just, déclamée à la tribune de la Convention en 1794, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Mais ce bonheur collectif, aujourd'hui, c'est plus une aspiration. Le problème, c'est que ces utopies qui ont nourri, qui ont irrigué le XIXe siècle, que les hommes ont tenté de mettre en forme, eh bien, ont échoué, et que nous avons l'impression que toute possibilité d'une espérance, il y a aussi de l'espérance dans le bonheur politique, eh bien, est achevée, et que, alors, seuls des bonheurs individuels, ou des petits bonheurs, là aussi le terme est à la mode, ne seraient possibles. Et là, il y a peut-être un grand enjeu. Je vais laisser réagir François Crespo. Il me semble que par rapport à cette notion de bonheur individuel, je crois que c'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est trop centré sur soi, que beaucoup d'ouvrages qui ont été montrés tout à l'heure sont vraiment centrés sur moi, mon existence et moi-même, et que le défi aujourd'hui de la psychologie positive et de ses recherches sur le bonheur, c'est comment aller vers l'autre, comment développer l'altruisme, première étape, et deuxième étape, comment trouver sa place dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a sans doute des choses à redéfinir. Le monde, on sait que beaucoup de choses sont en train de se redistribuer avec les nouvelles technologies. Elles ont des côtés négatifs, mais elles ont aussi des côtés assez fascinants qui pourront peut-être aussi nous aider à constituer peut-être d'autres solidarités, d'autres moyens pour que le monde aille mieux. C'est d'ailleurs un petit peu, je dirais, la philosophie du bonheur de la psychologie positive. C'est qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ? Et deux, qu'est-ce que je peux faire à mon humble niveau pour contribuer au fait que les choses aillent mieux ? Il n'y a pas d'autres ambitions que ça. Le petit oiseau qui éteint l'incendie avec une petite goutte. Le colibri qui éteint Non, l'incendie. mais oui, pour revenir à l'histoire du politique et moi je dirais une des grandes joies de mon existence, puisqu'on peut parler de soi, c'était quand tout à coup, en 68, j'ai découvert à 20 ans le féminisme. Et c'était même pas un bonheur, je me disais, c'est possible, on peut vivre sans être exploité, sans être humilié, sans être ravalé au rang de victime. Je suis plus une victime, je suis quelqu'un de debout et je vais y aller et je suis pas seule. Il y a des millions de femmes avec moi qui pensent comme moi et ça décuple
le bonheur ou la Ça a joie. été une période ça heureuse. décuple, c'est quelque Je crois que chose c'est de... des bons exemples. C'est effectivement, il y a le 68, l'avènement du féminisme, on a l'effondrement du mur de Berlin. Mais moi, il y a une chose qui m'a réjoui, c'est le prix Nobel de littérature de Modiano. Je trouve que ce personnage qui est en quête de lui-même a eu ce prix Nobel qui est pour moi peut-être la récompense suprême. Je trouve que c'est des belles informations. Oui, d'autant que lui, il dit, mais oui, pourquoi ils m'ont donné le prix Nobel, en fait. Puis, quand il est dans sa librairie, sa bibliothèque, il dit, mais voyez tous ces bouquins, moi je vais écrire un bouquin de plus. Il y a déjà assez, là, c'est magnifique. Michel Qu'est-ce qu'il y a Faucheux, dans votre livre, vous parlez de 68 comme d'un tournant. Oui, justement. justement, parce que mai 68 illustrait cette possibilité d'un bonheur partagé. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il n'y a pas de bonheur sans, je crois que je disais, communion avec l'autre ou sans partage. Et on est heureux parce qu'on partage un repas ou aussi une même aventure collective. Et je pense qu'un des grands enjeux, là je sors du rôle d'historien, mais après tout, je suis aussi essayiste, et réfléchir sur l'histoire des idées, c'est aussi se demander qu'est-ce qui manque aujourd'hui. Et je pense qu'un des grands enjeux pour nous, aujourd'hui, dans ce monde où la politique se réduit à une gestion du quotidien et où la politique est désespérante, il y a là du désespoir qu'on peut trouver, c'est de réinventer un espoir, ce qu'un philosophe allemand appelait le principe espérance, une espérance collective. Dans un monde global, nous avons besoin d'une espérance globale. Il y a là un grand enjeu, retrouver la force de l'utopie. Vous êtes d'accord, Mais moi, je crois qu'il faut avoir cette force de l'utopie politique aussi, et se dire, c'est pas fini, c'est pas foutu. Bon, avec les nouvelles technologies, moi, je connais pas assez, vous êtes beaucoup plus calés que moi, mais je pense qu'il y a des enjeux maintenant qui vont être terribles, parce que le monde va se fracturer encore plus avec ces nouvelles technologies. Oui, on peut les voir avec, il y a quand même des côtés, sans être naïf, il y a quand même des côtés qui vont être des côtés assez fascinants de la nouvelle technologie. Je crois que le monde politique peut-être actuellement est en pleine interrogation parce que les cercles de pouvoir ont sans doute bougé. Mais je pense que globalement, je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être surprendre, globalement je trouve que le monde va mieux. Quand je vois par exemple sur le plan juridique la progression des lois, en particulier pour la protection individuelle, il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas toutes ces protections de l'individu, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie individuelle. C'est assez fascinant. L'avènement de la Cour pénale internationale, pour moi, c'est un sujet qui n'est peut-être pas suffisamment développé et qui est un réel progrès pour l'humanité. On parle d'individualisme et d'aspiration collective. François Crespo, la psychologie positive, elle est quand même très dans l'air du temps, dans l'air individualiste. C'est un recentrement sur soi pour ensuite peut-être aller vers les autres. Mais ça passe par soi d'abord, non ? Ça passe par soi, mais tout de suite après, il faut aller vers les autres, tout de suite après, il faut aller sur le monde. Et c'est vrai qu'en psychologie positive, le vrai combat, c'est une question qui se posait il n'y a pas tellement longtemps dans le congrès qu'on a eu l'an dernier à Los Angeles, c'était où va la psychologie positive ? Je dirais qu'elle va sur essayer de faire que le monde marche mieux, en particulier lutter contre tous ces comportements qu'on rencontre, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit dans le monde professionnel, le machiavélisme, les comportements antisociaux. C'est là où on doit être présent au niveau de la psychologie positive. Mais très souvent, les désastres politiques, encore une fois, je ne suis pas une théoricienne, donc je connais assez peu de choses, mais j'ai toujours remarqué que les désastres politiques, c'était parce que, justement, la force intérieure de l'individu n'était pas mise au service d'eux. Il y a toujours des idées politiques qu'on voulait défendre, le bien commun, le communisme, c'est une belle idée, le marxisme aussi, mais on n'a jamais mis la force de l'individu. Si on arrivait à allier ces choses-là, que l'individu et sa force intérieure et sa force sociale, ce serait génial. On arrive à la fin de cette émission. J'aurais envie de vous demander à chacun, d'abord Yvette Terola, qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureuse, vous ? Pas grand-chose. Quand j'étais enfant, on me disait « contente-toi de ce que tu as ». Et je trouvais ça horrible. Et maintenant, je trouve que c'est tout le contraire. Contente-toi, dis-toi ce que tu as en trop, pas ce que tu as pas assez. Faites avec ce que vous avez. Ouais. Et vous, Michel Faucheux, qu'est-ce qui est nécessaire à votre bonheur ? Je dirais le partage, la capacité justement à sentir qu'on est porté par un élan, mais un élan vers autrui. Et pour donner une expérience qui tient à mon métier, qui est d'être une universitaire, il y a vraiment chez moi, très souvent, un bonheur dans la transmission. Parce que la transmission du savoir, c'est un partage. Et François Crespo, j'espère que vous êtes un homme heureux, vu que vous êtes spécialiste en bonheur. Oui, enfin, tout simplement, j'essaie de l'être. Et en fait, je dirais que c'est aider les gens qui est vraiment une source de bonheur énorme. Aider les gens, lire des livres aussi, aider les autres, et puis participer avec des amis à organiser des réunions, des rencontres, de façon à ce qu'on puisse échanger et faire ces moments d'un peu de partage et de fraternité. Aider les gens, ça tombe bien, c'est votre métier justement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci.
Et pour vous, c'est quoi le bonheur? On attend vos réponses sur notre site internet fautpascroire.ch ou sur notre page Facebook. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouverai avec plaisir dimanche prochain à 12h05 sur RTS1. Et d'ici là, passez une excellente semaine.